Le groupe djihadiste sahélien JNIM, la branche d'Al-Qaïda au Sahel, impose un blocus économique et, il faut le dire, la capitale étouffe, Mathieu Jolivet. Bamako, à 3 heures de vol de Paris. Des supposées villes pratiquement assiégées et la fameuse formule d'une capitale coupée de tout ravitaillement résonne en longueur de journée dans les médias occidentaux, autrefois indifférents à la crise malienne. Al-Qaïda a surpris en montrant sa capacité à couper les voies d'approvisionnement qui mènent à la capitale malienne. Est-ce que ce n'est pas un échec cuisant pour ces militaires au pouvoir qui se sont détournés de la France ? Bamako est quasiment encerclé par les djihadistes. Al-Qaïda est aux portes de Bamako, la capitale. Alors une question se pose. Comment comprendre le narratif dans lequel ces médias dépeignent le quotidien des Maliens ? Il faut partir du postulat qu'aucune information n'est neutre. Quand une information circule, elle a un but bien précis. Et dans le contexte actuel, il est vrai qu'on peut parler de cabale médiatique en ce sens que c'est un groupe de médias, et surtout en provenance de pays qu'on connaît, qui ciblent en même temps en disant que Bamako était prête à tomber. Donc déjà, on prépare les mentalités. C'est comme si on joue sur la cognition des Maliens. Et là, on ne peut pas dire, étant donné que tous ces médias n'ont pas de correspondants au Mali, comment peuvent-ils être aussi affirmatifs en disant que Bamako va tomber ? Donc là, déjà, c'est un problème parce que dans le journalisme, comme on le dit, il faut d'abord faire la collecte de l'information. Et la collecte qu'eux, ils ont faite, c'est à travers les agences de presse. Mais ces agences de presse qui ont relayé n'ont pas de correspondant au Mali. Or, quand on a une information, il faut faire le recoupement. Et c'est le recoupement qui aura manqué. Parce que là, ils auraient pu trouver d'autres personnes, même si ce n'étaient pas des journalistes, pour savoir quelle est la situation réelle dans la ville de Bamako. Cela n'a pas été fait. Donc, professionnellement parlant, on peut dire qu'il y a eu un manquement par rapport à la vérification de l'information. Le terme acharnement n'est même pas adapté. C'est vrai qu'il y a un contexte qui fait que tout le monde est focus sur le Mali. Mais en contrepartie, oui, tout le monde parle de nous, mais c'était à nous justement d'avoir ce contre-coup médiatique. C'était à nous de faire en sorte d'avoir le discours contraire à ce qui est dit. Et là, j'interpelle les autorités. Il faut que nous parvenions à élaborer des éléments de langage acceptés et utilisés par la presse nationale, et justement, à force de répétition, nous parviendrons à imposer aux autres ces éléments de langage. Parce que oui, si vous écoutez la presse internationale, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, qui sont soit péjoratifs, soit connotés et ambigus. Face à ces déclarations, ou dois-je dire des informations que certains qualifient d'acharnement et même de harcèlement, la finalité pour ceux-ci, entendez par là, les médias étrangers n'est autre que de préparer l'opinion internationale à légitimer les actions futures de leur État, soutiennent nos interlocuteurs. À mon avis, il y a deux explications possibles. La première explication consiste à créer le chaos dans la région ouest-africaine et on est prêt à faire alliance même avec le diable pour pouvoir se réimplanter dans la zone. Alors, la seconde raison, on pourrait penser que la France est prête à tout, y compris une intervention militaire dans la région. Et pour intervenir militairement dans une région, il faut trouver des explications à donner à sa population, à ses opinions, pour expliquer la raison qui justifie effectivement cette intervention militaire. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'un média, il faut le citer comme LC1, qui ne s'est jamais intéressé à l'Afrique surtout, vient s'intéresser au Mali et on fait même des schémas, des cartes pour montrer que Bamako est à 3 heures de Paris.
Alors, Bamako, à 3 heures de Paris, ça veut dire que ce qui se passe au Sahel, si la France ne fait pas attention, elle se trouve menacée. Et quand la France est menacée, que ce soit à travers ses ressortissants, que ce soit à travers son pays, ou que ce soit à travers ses intérêts économiques, et bien évidemment, intervenir devient une obligation pour protéger la France et pour protéger les Français. Et vous savez, au moment où on se parle, selon des statistiques qui ont été établies par des cabinets très sérieux à travers les pays occidentaux, chaque jour, il y a à peu près 1,5 milliard de fausses nouvelles qui circulent. 1,5 milliard de fausses nouvelles chaque jour. Et ils ont calculé qu'à travers le monde, il y a plus de 500 millions d'individus qui véhiculent au minimum 3 fausses nouvelles par jour. Donc vous voyez, 1,5 milliard de fausses nouvelles par jour. Bon, un journaliste, tu peux recevoir de bonne foi une information, mais si tu ne la vérifies pas, il va se trouver que c'est une fausse info. Et quand tu relais une fausse information, tu deviens un faussaire également de l'information. C'est pourquoi il faut agir avec beaucoup de responsabilité, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de prudence et surtout vérifier, car toute information n'est pas bonne à être véhiculée. S'agissant de ces narratifs en porte-à-faux avec la réalité, la notion de responsabilité des diffuseurs d'informations ne saurait être occultée, d'autant plus que certains se plaisent à vouloir clarifier la situation en reprenant les mêmes notions utilisées par les médias incriminés. Quand on reçoit une dépêche d'une agence de presse, par exemple, quelconque, et quand la dépêche dit, bon, la junte malienne, et quand un journaliste malien reprend en utilisant le même terme, mais je pense que c'est une faute. Ce n'est même pas de la négligence, c'est une faute. Parce que quand on a une dépêche, on fait la réécriture également. C'est-à-dire qu'il ne faut pas développer les mêmes clichés. Parce que souvent, il y a des clichés qui sont développés par certains médias. Et si nous tombons dans ce piège pour développer les mêmes clichés, quelque part, on joue contre nous. Et c'est pourquoi quand on reçoit une dépêche, on doit avoir la dépêche pour pouvoir la traiter. Moi, quand j'étais à la BBC, j'ai aimé un fait au niveau de la BBC, c'est qu'ils appliquent réellement le principe que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Quand tu dis l'homme fort d'eux, ils disent non, il n'y a pas d'homme fort. Qui a fait de lui un homme fort? Quand on dit le dictateur est éthiopien ou bien égyptien, ils disent non, qui l'a fait dictateur? Et ça, j'ai bien aimé ce principe. Ils n'aiment pas les superlatifs. Donc, on enlève tous les superlatifs et on traite l'information dans sa plus simple forme et que ça soit accessible à tout le monde. Aujourd'hui, nous constatons que nos rédactions, à travers beaucoup de journalistes, sont dans la paresse intellectuelle. Nous assistons à ce qu'on appelle le mimétisme. Il s'agit juste qu'un mot soit employé par des médias occidentaux pour que ce mot soit repris par tous les autres médias. Par exemple, les mots qui sont aujourd'hui à la mode: encerclement, blocus, effondrement. Quand on prend chacun de ces mots, les médias qui sont en train de les employer sont des médias au service des gouvernements de leur pays. Ils sont en train d'aider les politiques de leur pays à dominer nos pays. Blocus, ça veut dire quoi? C'est un blocage total. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Mali connaît des difficultés. Il faut être hypocrite pour les ignorer. Nous connaissons de sérieuses difficultés sécuritaires, de sérieuses difficultés économiques. Nous avons un pays très vaste. Et ce pays très vaste est utilisé par des terroristes pour s'attaquer aux camions citernes. Mais ils ne le font pas à visage découvert. Ils sont éparpillés à travers la nature. Il ne faut pas que l'on ignore ces aspects-là. C'est des militaires, c'est des chauffeurs qui risquent leur vie pour faire ce travail-là. Alors, le blocus, tous les camions ne rentrent pas facilement et tous les camions ne sont pas non plus bloqués. Il y a des entraves à la libre circulation de ces camions-là. Il y a des difficultés. Maintenant, si nous devons employer l'expression qui est employée par ceux-là qui empêchent les citernes de rentrer, ou l'expression qui est employée par les médias qui aident ces gens dans leur travail, on aura aidé à contribuer à faire prospérer les messages ou les mots, les expressions qui vont en notre défaveur. Donc il est important d'être juste et de trouver les mots corrects pour désigner la situation telle qu'elle se présente. Vous savez, on ne peut pas a priori jeter la pierre aux journalistes. Ce n'est pas de mauvaise foi que tout le monde reprend.
C'est peut-être par erreur, c'est peut-être par inadvertance, c'est peut-être par manque de connaissances. C'est pour ça que je disais dès le départ qu'il revient à l'État d'élaborer des éléments de langage, de les partager avec la presse nationale. Ce sera la meilleure façon de faire en sorte que, au niveau local, qu'on ne rencontre pas des notions, des mots connotés ou des mots qui peuvent prêter à équivoque. Donc, oui, ceux qui le font ne sont peut-être pas au fait de leur art, ne sont pas au fait de ce qui se passe et ne sont pas toujours animés de mauvaise foi, mais pour enlever toute ambiguïté, l'État doit élaborer et partager les éléments de langage avec tout le monde. Au regard de ces éléments, on pourrait se demander si ces propagandes de médias étrangers émanent d'un travail journalistique ou d'une communication ciblée. Ces narratifs ne s'inscrivent ni plus ni moins que dans un contexte de guerre informationnelle. Et la guerre informationnelle, c'est cette guerre qui se fait via les médias, qui consiste à maintenir la suprématie, à protéger les intérêts d'un pays. Et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. C'est une guerre idéologique qui se mène pour préserver des intérêts via les médias. Là, c'est extrêmement important. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce n'est pas dans une école de journalisme qu'on va encourager les hommes des médias à ignorer la vérité, à inventer les faits, à devenir des amis du mensonge. On n'a appris ça à personne. Mais quand il s'agit de faire la communication au service d'un pays, tous les moyens sont bons pour faire passer ce message. Mais il se trouve que le message communicationnel dans cette guerre informationnelle passe à travers les médias qui sont censés faire un travail indépendant, impartial et objectif. Justement parce que maintenant on entre dans le domaine le plus sensible, la communication et le journalisme. Beaucoup font de la com. Et ce n'est pas du journalisme en tant que tel. Parce que vous savez, la différence entre le journalisme et la communication, c'est quoi? C'est que le journaliste, il travaille avec une matière première qui est l'information, qui doit être vérifiée, vérifiable. Alors que le communicateur, il vend quelque chose. Il est vendeur, il peut même édulcorer les faits pour pouvoir vendre et atteindre le maximum de personnes. Et un journaliste ne peut pas travestir l'information. Donc, quand on est journaliste, on vérifie et tant qu'on n'est pas sûr d'une info, on ne la donne pas. Souvent, les gens disent qu'il faut utiliser le conditionnel. Le conditionnel peut être utilisé quelquefois, mais quand on le fait systématiquement, c'est plus bon. Donc c'est pourquoi nous, journalistes, on ne doit pas se considérer comme des communicants et on doit faire attention de ne pas tomber dans ce piège, de vouloir vendre coûte que coûte certaines informations qui pourront se retourner contre nous et qui vont faire qu'on ne sera plus crédible aux yeux du public. Et aujourd'hui, les médias classiques ont perdu beaucoup, en tout cas, de leur crédibilité auprès de l'opinion nationale. Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Quand on regarde, pour le moment, la radio demeure le média le plus écouté sur le continent africain, avec à peu près 48% de personnes qui reconnaissent écouter la radio. La télévision vient en seconde position, mais au niveau de la presse écrite, les chiffres sont très bas. Donc faisons de telle sorte que le public puisse renouer avec nous et que nous puissions relayer les bonnes informations. De tout temps, depuis l'aube des temps, l'information est une arme. De tout temps, tous ceux qui le savent ne laissent pas l'information en laisse guidon. Il faut que ça soit maîtrisé, il faut que ça soit encadré, il faut que ça soit, libre dans un cadre précis. Il revient à l'État, dans tous les pays du monde, de faire en sorte que la liberté de presse s'exerce dans le canal et dans les créneaux définis. Ce n'est pas en étouffant qu'on peut empêcher des choses. Bien au contraire, tout ce qu'on entend, tout ce qui est dit de l'extérieur parvient à avoir de l'écho parce que justement, il n'y a pas un libre exercice
à l'intérieur, il n'y a pas une certaine autonomie et il n'y a pas un certain partage avec la presse locale. Donc, impliquons la presse locale, partageons avec la presse locale, utilisons la presse locale, on fera écho à ce qui se dit à l'extérieur et on sera une voix plus audible et plus crédible. Dans un monde où la guerre informationnelle fait plus de ravages qu'une guerre classique, la véracité de l'information est mise à rude épreuve. Comme quoi, le matraquage médiatique dont le Mali fait l'objet n'est aucunement un cas isolé, comme pour dire qu'aucune notion n'est utilisée sans connotation et sans intérêt.